On behalf of the General Secretary, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations Unies et à son Excellence Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. بسم الله الرحمن الرحيم سعادة Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, Monsieur Mogens Lykketoft, président de l'Assemblée générale, Son Excellence, Monsieur Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs, chefs de délégation, Mesdames, Messieurs. Je suis venu me présenter ici devant vous, venu de Palestine, contraint de tirer la sonnette d'alarme au sujet des graves dangers qu'encourt Jérusalem, où des groupes israéliens extrémistes commettent des incursions systématiques et répétées sur la mosquée d'Al-Aqsa, afin d'imposer une nouvelle réalité et de diviser Haram al-Sharif temporairement, permettant, ce faisant, à des extrémistes, sous protection des forces d'occupation israélienne et des ministres qui les accompagnent, des membres de la Knesset, d'entrer dans la mosquée à certains moments, tout en empêchant des fidèles musulmans d'entrer dans la mosquée à ce moment-là et d'exercer librement leurs droits religieux. Tels sont les desseins du gouvernement israélien, en violation directe du statu quo qui prévalait depuis 1967 et avant. Et ce faisant, la puissance occupante commet une grave erreur, étant donné que nous n'allons pas accepter ceci. Et le peuple palestinien ne permettra pas la mise en œuvre de ce plan illégal qui exacerbe les sensibilités des Palestiniens et des musulmans de par le monde. J'en appelle au gouvernement israélien, avant qu'il ne soit trop tard, pour qu'il cesse de recourir à la force brutale pour imposer ses plans visant à compromettre les lieux saints islamiques et chrétiens à Jérusalem en particulier, qu'il cesse ses agissements dans la mosquée d'Al-Aqsa. En effet, ces agissements feront d'un conflit politique un conflit religieux et constitueront une situation explosive à Jérusalem et dans le reste du territoire palestinien occupé. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi que de prendre la parole devant vous aujourd'hui au nom de l'État de Palestine, devant cette auguste assemblée, dans le cadre de cette session qui marque le 70e anniversaire de la création des Nations Unies, une organisation qui a fait de la promotion, de la protection, de la paix, de la sécurité internationale et du respect des droits de l'homme des objectifs primordiaux. La question de la Palestine a été une des premières questions inscrites à l'ordre du jour des Nations Unies depuis sa création. Hélas, cette question n'est toujours pas résolue. Alors même que l'organisation et ses États membres continuent à échouer à mettre un terme à l'injustice dont souffre notre peuple, alors même que l'organisation et ses membres ne parviennent pas à aider notre peuple à exercer son droit à l'autodétermination et à jouir de sa liberté en tant qu'État souverain indépendant. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous enjoins de vous pencher sur l'histoire de la question de la Palestine et des résolutions pertinentes des Nations Unies pour comprendre une vérité évidente. Une injustice historique a été infligée à notre peuple et à notre patrie. Un peuple qui vivait de façon pacifique sur ces terres et un peuple qui a apporté une contribution intellectuelle, culturelle, humanitaire véritable à l'humanité. Ce peuple ne mérite pas d'être privé de ces terres
de mourir dans l'exil, d'être engouffré par les mers, ou de passer sa vie à fuir d'un camp de réfugiés à un autre. Hélas, la juste cause de ce peuple reste dans l'impasse après toutes ces années. Notre peuple a placé tous ses espoirs dans les pays membres de cette organisation pour qu'il aide à retrouver la liberté, l'indépendance, la souveraineté, afin que le souhait et le droit d'avoir un État comme tous les autres peuples du monde soit une réalité. À la recherche également d'une solution juste pour la question des réfugiés palestiniens, conformément à la résolution 194 de l'Assemblée générale et à l'initiative arabe pour la paix. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous demandons l'équité, la justice et la paix. Lorsque la Palestine a été divisée en deux États, avec la création d'Israël il y a 67 ans, la deuxième partie de la résolution n'a toujours pas été appliquée. La Palestine, qui est un État observateur aux Nations Unies, mérite d'être pleinement reconnue et d'être membre à part entière. Il est déraisonnable et douloureux, à la lumière des énormes sacrifices que nous avons consentis. Je répète, il est déraisonnable et douloureux, à la lumière des énormes sacrifices que nous avons consentis, et compte tenu de toutes ces années d'exil et de souffrance, compte tenu également du fait que nous avons accepté de faire la paix en vertu de la solution des deux États, fondée sur le droit international et des résolutions pertinentes des Nations Unies, de l'initiative de paix arabe et de la feuille de route du Quatuor, il est déraisonnable et douloureux, disais-je, que la question de la Palestine ne soit toujours pas résolue. C'est une injustice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Présidents, la poursuite du statu quo est complètement inacceptable, étant donné que cela revient à accepter la logique de la force brutale infligée par le gouvernement israélien, alors qu'il continue l'expansion des colonies de peuplement en Cisjordanie, notamment dans Jérusalem est occupée, et qu'il poursuit le blocus de la bande de Gaza, accroissant ainsi les souffrances immenses de nos populations. Et ce, au mépris des résolutions des Nations Unies et des accords conclus entre les deux parties, sous l'égide de la communauté internationale. Nous rappelons ici les propos du feu Premier ministre israélien Yitzhak Rabin en 1976. Lorsqu'il a déclaré qu'Israël deviendra un État d'apartheid s'il poursuit l'occupation du territoire palestinien. Et Yitzhak Rabin a décrit des colonies de peuplement israéliennes sur les terres palestiniennes en disant qu'il s'agissait d'un cancer. Pourquoi de telles mesures sont-elles prises? La persistance de ce problème nous amène à nous poser la question suivante. Est-ce que les votes des pays démocratiques contre des résolutions portant sur la Palestine et les droits légitimes de notre peuple servent la paix et ceux qui croient à la solution des deux États? Ou bien est-ce que cela ne fait qu'encourager des extrémistes? Est-ce que cela ne ferait pas qu'encourager et accroître la haine et le racisme en leur faisant croire qu'ils sont au-dessus de la loi, à tel point qu'ils peuvent brûler une famille palestinienne dans la ville de Douma, en Cisjordanie, tuant un nourrisson, Ali Dawabché, ainsi que son père et sa mère? Il ne reste de cette famille qu'Ahmed, un orphelin âgé de 4 ans. Un orphelin qui est aujourd'hui à l'hôpital entre la vie et la mort. Un enfant qui souffre de ses blessures, qui a été profondément brûlé, alors que les meurtriers restent en liberté, n'ont pas encore été arrêtés. Où est la justice?
Où est la justice? Où est la démocratie? Où est l'État démocratique qui prétend prôner la démocratie et l'État de droit? Ce n'est pas le premier crime de ce type. Auparavant, déjà, ils avaient brûlé vif et tué un enfant palestinien, Mohamed Aboukter, à Jérusalem, et ainsi qu'un enfant, Mohamed Al-Doura, à Gaza. Et avant eux, des milliers de personnes ont été tuées à Gaza et en Cisjordanie. Et nous nous souvenons aussi du massacre de Der Yassin et de tous les autres crimes, des crimes qui sont restés impunis. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce qu'Israël sera au-dessus du droit international et ne sera pas tenu de rendre des comptes? L'heure tourne et je ne suis donc pas en mesure de discuter en détail de toutes les violations israéliennes commises contre notre peuple. Je ne pourrai pas vous présenter par le menu les nombreuses lois répressives adoptées par les gouvernements israéliens qui se sont succédés, dont notamment une loi officielle donnant des instructions de tirer avec des balles à vif, d'arrêter, de réprimer les manifestants qui descendent pacifiquement dans la rue, les manifestants palestiniens, alors qu'Israël continue à imposer une occupation illégale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous ne réagissons pas à la haine et à la brutalité de l'occupation israélienne en utilisant les mêmes moyens. Au lieu de cela, nous œuvrons pour la culture de la paix et de la coexistence entre notre peuple et dans notre région. Et nous avons à cœur de connaître le jour où notre région connaîtra la paix, la sécurité, la stabilité, la prospérité. Mais ceci ne sera pas possible si l'occupation se poursuit, si les colonies de peuplement perdurent. Ce ne sera pas possible avec le mur, avec ces crimes, des gens qui sont brûlés vifs, avec des meurtres d'enfants, de jeunes, de nourrissons, avec des cultures détruites et brûlées, avec l'arrestation, la détention de personnes sans chef d'inculpation ni procès. Comment est-ce qu'un État peut prétendre être une oasis de démocratie? Comment est-ce qu'un État peut prétendre que ses tribunaux et son appareil de sécurité fonctionnent selon une loi qui accepte l'existence de gangs et d'organisations terroristes qui terrorisent notre peuple et qui s'attaquent à des lieux saints, à nos biens, au vu et au su de l'armée et de la police israélienne qui ne les dissuadent pas, qui ne les punissent pas, mais qui, au lieu de cela, leur apportent plutôt une protection. Monsieur le Président, l'heure n'est-elle pas venue de mettre un terme à cette injustice, de mettre un terme à ces souffrances? L'heure n'est-elle pas venue de mettre un terme à ce mur d'annexation raciste? L'heure n'est-elle pas venue de le détruire? L'heure n'est-elle pas venue de mettre un terme à ces barrières qui sont construites, de démanteler ces points de contrôle humiliants mis en place par les forces d'occupation israéliennes? L'heure n'est-elle pas venue de faire cesser le blocus imposé à la bande de Gaza pour que notre peuple puisse enfin connaître la liberté, la dignité sur ces terres et ailleurs? L'heure n'est-elle pas venue de mettre un terme aux colonies de peuplement raciste, terroriste, colonial sur nos terres, des mesures qui détruisent la solution des deux États? Nous vous posons cette question. L'heure n'est-elle pas venue de mettre un terme à l'occupation la plus longue de l'histoire, qui étouffe nos peuples? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nonobstant tous les obstacles imposés par l'occupation, depuis la création de l'autorité
palestinienne et à ce jour, nous nous sommes attachés sans relâche à édifier et à jeter les fondations de l'État, à créer les infrastructures et les institutions nationales souveraines. Nous avons enregistré de véritables progrès sur le terrain, comme l'ont affirmé plusieurs organes internationaux, en particulier les Nations Unies, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Nous poursuivrons nos efforts et notre travail avec le soutien de nos frères et de nos amis afin de renforcer notre État. Attachés que nous sommes aux normes internationales, à l'état de droit et à la transparence en tant qu'État moderne et démocratique. Et dans ce contexte, nous apprécions grandement les efforts déployés par l'AHLC sous l'égide de la Norvège et nous exhortons les pays donateurs à continuer à apporter une vie meilleure à nos populations et appuyer les efforts que nous déployons pour mettre en place des institutions de l'État. Notre accession au statut de membre d'organisations internationales et notre adhésion à des traités et des conventions n'est une mesure qui n'est prise contre personne. Il s'agit plutôt de sauvegarder nos droits, de protéger notre peuple, d'harmoniser nos lois et nos règlements, de les rendre conformes aux règles internationales et de renforcer notre statut, notre identité juridique internationale. Est-ce là une erreur? En ce qui concerne la situation palestinienne interne, nous sommes déterminés à préserver l'unité de notre terre et de notre peuple. Nous n'accepterons pas de solution temporaire ou bien un État fragmenté. Nous ne le permettrons pas et nous ne laisserons pas ceux qui souhaitent le faire agir de la sorte. Nous essaierons de constituer un gouvernement d'unité nationale qui mettent en œuvre le programme de l'Organisation de libération de la Palestine et nous nous efforcerons d'organiser des élections législatives et présidentielles. Monsieur le Président, la Palestine est un pays de sainteté et de paix. C'est le lieu de naissance du Christ, messager d'amour et de paix, et de l'Isra et Mirage, l'ascension aux cieux et le voyage nocturne de Mohammed, paix à son âme, qui nous a été envoyé pour notre miséricorde. C'est la Palestine qui recherche la paix. Et le peuple palestinien veut vivre sur ces terres dans la sécurité, l'harmonie, la stabilité, avec des relations de bon voisinage avec tous les peuples et pays du monde. Témoin la contribution spirituelle, humanitaire et culturelle que nous avons apporté à l'humanité dès le départ. Récemment, le 17 mai 2015, deux religieuses de Palestine, à savoir Alphonsine Gattas et Mariam Bawardi, ont été canonisées par Sa Sainteté le Pape François au Vatican, en présence de dizaines de milliers de fidèles venus du monde entier. À cette occasion, le drapeau de la Palestine a été hissé au Vatican, qui a reconnu l'État de Palestine, comme en témoigne l'accord conclu entre le Saint-Siège et l'État de Palestine. Nous espérons que ceux qui n'ont pas encore reconnu notre État le feront dès que possible. Nous souhaitons que l'État indépendant de Palestine occupe la place qui lui revient dans la communauté des nations. Et nous sommes certains que cela contribuera activement au progrès humanitaire, économique et culturel de la civilisation, ce qui aura des effets positifs sur nos peuples, notre région et le monde. C'est depuis la Palestine et avec la Palestine que la paix pourra devenir une réalité.
Je le répète, ceux qui recherchent la paix, ceux qui veulent lutter contre le terrorisme, devraient d'abord et avant tout régler le problème de la Palestine. C'est là le début de cet effort et je saisis cette occasion pour remercier au nom de mon peuple tous ceux qui, le 10 septembre, ont voté en faveur de la résolution qui nous a permis de hisser le drapeau de la Palestine au siège des Nations Unies. واليوم ليس ببعيد Aujourd'hui, nous avons donc le drapeau hissé aux Nations Unies et j'espère qu'un jour, que j'espère prochain, ce drapeau sera également hissé à Jérusalem-Est, la capitale de l'État de la Palestine. Je souhaite également rendre hommage aux décisions prises récemment par les parlements européens qui ont sans embâche condamné les activités de peuplement d'Israël et leurs conséquences et qui ont affirmé le droit du peuple palestinien à la souveraineté et à l'indépendance dans leur État, aux côtés de l'État d'Israël, que nous reconnaissons alors qu'Israël ne nous reconnaît pas. Et nous saluons les parlements qui ont également établi un comité sur les relations avec la Palestine. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, un certain nombre de pays et de parlements européens ont également affirmé la reconnaissance de l'État de la Palestine, réitérant ainsi notre droit naturel à l'indépendance. À cet égard, nous adressons nos remerciements au Royaume de la Suède, qui a fait montre de courage et qui a reconnu l'État de Palestine. وإن على كل من يقول بأنه مع خيار حل الدولتين En effet, et quiconque prétend appuyer la solution des deux États doit reconnaître les deux États et non pas simplement un seul État. Si vous êtes favorable à la solution des deux États, pourquoi n'appuyer qu'un seul État? Aujourd'hui, je lance un appel à tous les pays qui n'ont pas encore reconnu l'État de la Palestine, pour qu'ils reconnaissent l'État de Palestine. Et nous sommes confiants, nous espérons qu'ils le feront, mus par leur foi en la justice. Depuis cette tribune aux Nations Unies, et en cette période de fête religieuse, je voudrais lancer un appel sincère au peuple d'Israël, un appel en faveur de la paix, une paix fondée sur la justice, la sécurité, la stabilité pour tous. Je lance également un appel au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale, afin qu'ils assument leurs responsabilités avant qu'il ne soit trop tard. J'espère sincèrement que ces organes assumeront leurs responsabilités avant qu'il ne soit trop tard. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Israël a compromis les efforts déployés par le gouvernement du président Barack Obama ces dernières années et plus récemment les efforts du secrétaire d'État John Kerry qui cherchait à conclure un accord de paix par le biais d'une négociation. Les politiques et pratiques du gouvernement israélien et la position de son Premier ministre et des membres du gouvernement nous amènent à tirer une conclusion sans équivoque. À savoir qu'il déploie tous les efforts possibles pour réduire à néant la solution des deux États. Une solution que nous cherchons pourtant à mettre en œuvre sur la base des résolutions légitimes sur le plan international. Il n'y a pas d'autre explication. Nous nous félicitons des efforts déployés par les Européens et la communauté internationale, y compris l'initiative française qui demande de la constitution d'un groupe d'appui international pour parvenir à la paix. Lors d'un sommet récent, les États arabes ont confirmé leur soutien à une résolution du Conseil de sécurité qui réaffirme les paramètres clés pouvant mener à une solution pacifique conformément à la solution des deux États sur la base des frontières d'avant 1967. Une solution assortie d'un calendrier pour mettre un terme à l'occupation. Étant donné qu'il n'est plus utile de perdre du temps dans des négociations pour le simple plaisir de faire des négociations, soulignons
que ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est la mobilisation des efforts internationaux pour qu'il soit mis un terme à l'occupation et ce conformément aux résolutions qui sont légitimes sur le plan international. Et d'ici là, je demande aux Nations Unies et en particulier au secrétaire général des Nations Unies et au président de l'Assemblée générale d'assurer la protection internationale du peuple palestinien conformément au droit international humanitaire. Nous demandons votre protection, nous avons besoin de votre protection, nous avons besoin d'une protection internationale. Nous ne pouvons pas rester dans cette situation de statu quo. Nous sommes attaqués de tous côtés. Des agressions contre nous viennent de toutes parts. Nous n'avons personne pour nous protéger. Nous vous en faisons la demande. Je vous en conjure, s'il vous plaît. Nous vous en implorons. Nous avons besoin d'une protection internationale. Mesdames, Messieurs, nous avons essayé de faire pression sur Israël pour qu'il mette en œuvre les accords signés et négocie conformément à la solution des deux États grâce à des pourparlers directs. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons des contacts directs avec le gouvernement israélien, également par le biais des États-Unis, de la Fédération de Russie, de l'Union européenne et des Nations unies, les membres du Quatuor et d'autres partis. Néanmoins, le gouvernement israélien persiste à poursuivre ses efforts pour anéantir la solution des deux États. Et pour ancrer deux régimes sur le terrain, un régime d'apartheid actuellement imposé sur le territoire de l'État de la Palestine à l'encontre du peuple palestinien d'un côté et un autre régime caractérisé par de vastes privilèges et par la protection des colons israéliens d'autre part sur notre territoire occupé. Notre territoire occupé est marqué par deux systèmes, un système d'apartheid et un autre système qui accorde de vastes privilèges aux colons israéliens. Est-ce que cela est possible? Est-ce que cela est acceptable? Voilà la question que nous posons aux Nations Unies. L'accord d'Oslo et ses annexes et les accords ultérieurs signés avec Israël a stipulé que ces accords devrait être mise en œuvre dans un délai de 5 ans, c'est-à-dire jusqu'à 1999, et qu'il devrait se terminer avec la pleine indépendance de l'État de Palestine et avec la fin de l'occupation israélienne. Mais Israël a mis un terme à la poursuite de processus de retrait de force des zones B et C qui représentent plus de 60% du territoire de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. Israël a plutôt accru ses activités de colonies de peuplement en tout lieu. Et Israël a enfreint tous les accords. Je le répète, Israël a violé tous les accords, dont des accords signés par le gouvernement israélien actuel. Depuis le discours du président Obama au Caire en 2019, dans lequel le président Obama a demandé la cessation des activités de peuplement, quelle a été la réponse israélienne? Eh bien, le gouvernement israélien a accru les activités de peuplement d'au moins 20% en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, violant ainsi les obligations qu'il avait souscrites et selon lesquelles Israël ne devait entreprendre aucune action illégale ou unilatérale qui préjugerait de la solution définitive. De surcroît, la puissance occupante a à maintes reprises empiété sur la zone A, qui était censée relever des compétences juridictionnelles de sécurité palestiniennes. Et où nous avions mis en place les institutions de l'État palestinien. Dans le même temps, Israël refuse de revoir des accords économiques qui
influe sur les capacités de l'économie palestinienne à se développer et à devenir indépendante. Israël est déterminé à imposer sa domination sur notre économie. Une domination qui ressemble à la domination militaire et sécuritaire et qui rejette et qui nie le droit du peuple palestinien au développement et à l'exploitation de ses ressources naturelles. Et ce faisant, Israël a sapé les fondations sur lesquelles reposaient les accords politiques et sécuritaires. Et tous ces accords ont également été hypothéqués par les mesures prises par les gouvernements israéliens qui se sont succédés et qui ont réduit à néant la phase de transition qui devait conduire à l'indépendance de notre État. Et ce, en commettant des violations flagrantes de nos droits, rendant la situation intenable. Par conséquent, dans ce cadre, nous déclarons ici même que tant qu'Israël refuse de respecter les accords signés avec nous, qui font que notre autorité n'a pas de véritable pouvoir, et tant qu'Israël refuse de cesser les activités de peuplement et de libérer le groupe de prisonniers palestiniens conformément à nos accords, Israël ne nous laisse aucune autre possibilité que d'insister sur le fait que nous ne serons plus les seuls à rester attachés à la mise en œuvre de ces accords, alors même qu'Israël continue à les enfreindre. Par conséquent, nous déclarons officiellement que nous ne pouvons pas continuer à être liés par ces accords signés avec Israël et nous insistons sur le fait qu'Israël doit assumer pleinement toutes ses responsabilités en tant que puissance occupante, étant donné que le statu quo ne saurait perdurer et que les décisions du Conseil central palestinien de mars dernier sont précises et contraignantes. Et Israël compromet ces accords et, par conséquent, nous considérons plus liés à ces accords et Israël est pleinement responsable de cette situation. Voilà la décision prise par le Parlement palestinien et nous annonçons ici cette décision. Notre patience est arrivée à bout et visiblement Israël n'écoute pas la vérité. Israël devrait assumer ses responsabilités et ses devoirs en tant que puissance occupante. L'État de Palestine, sur la base des frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale, est un État sous occupation. Oui, nous sommes un État occupé de la même façon que nombre de pays l'ont été durant la Deuxième Guerre mondiale. Rappelons que 137 pays, je répète, 137 pays de par le monde reconnaissent notre État. C'est-à-dire 4 fois plus d'États que ceux qui ont reconnu Israël lors de sa création. Donc je répète, 137 États. Il y a par ailleurs une reconnaissance universelle du droit à l'autodétermination de notre peuple. Et à cet égard, je voudrais également rappeler la résolution 67/19 de l'Assemblée générale en date de 2012 qui a souligné ou qui a accordé à la Palestine un statut d'État observateur et qui a réaffirmé que le comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine constituerait le gouvernement intérimaire de l'État de Palestine et que le Conseil national palestinien et le Parlement palestinien de l'État de Palestine. Et je dois le répéter, la situation actuelle n'est pas tenable. Nous devons commencer à mettre en œuvre ces déclarations par des voies juridiques et pacifiques.
soit l'autorité nationale palestinienne sera le vecteur utilisé par le peuple palestinien pour passer de l'occupation à l'indépendance, soit Israël, la puissance occupante, doit assumer pleinement ses responsabilités. Dans le même temps, et sur la base de notre attachement aux principes du droit international, l'État de Palestine poursuivra ses efforts pour adhérer aux organisations et aux conventions internationales. Et je parle de là de toutes les organisations internationales. C'est dans notre droit. Nous avons le droit d'adhérer à toutes ces organisations internationales, étant donné que ceci nous permet également d'être en harmonie avec notre statut en vertu du droit international. Et nous agirons en utilisant les voies pacifiques et juridiques, y compris en tant que haute partie contractante aux conventions de Genève de 1949 et État partie au statut de Rome de la Cour pénale internationale, car nous sommes effectivement partis à la Cour pénale internationale. Et ceux qui craignent le droit international, ceux qui craignent les tribunaux internationaux, doivent cesser de commettre ces crimes. Nous n'aimons pas aller à la Cour pénale internationale, mais l'agression nous force à le faire. Et nous demanderons le soutien de toutes les organisations internationales, y compris la Cour pénale internationale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, je continue toutefois à tendre la main dans l'espoir d'une paix juste qui garantira les droits de mon peuple, ainsi que la liberté et la dignité humaine. Et je dis à nos voisins, au peuple israélien, que la paix est dans notre intérêt, dans votre intérêt, dans l'intérêt des générations futures. Les esprits étriqués sont destructeurs. Nous devons nous tourner vers l'autre et j'espère sincèrement que vous prendrez en considération la réalité dangereuse qui règne sur le terrain, que vous tournerez votre regard vers l'avenir et j'espère que vous accepterez pour le peuple palestinien ce que vous acceptez pour vous-même. Et c'est alors que vous verrez que la paix est possible. C'est alors que vous pourrez jouir de la sécurité, de la paix, de la stabilité. Ces valeurs sont les aspirations qui sont également celles du peuple palestinien. Encore une fois, je vous remercie de votre attention. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, que la paix et la bénédiction divine soient avec vous. On behalf of the General Assembly, I also wish to thank the President. Au nom de l'Assemblée générale, je souhaiterais remercier le président de l'État de Palestine pour son allocution. Je demande aux personnes présentes de rester assises pendant que nous prenons congé du président.